la ICQ et Mme Lagarde, mais surtout un remerciement pour Mme Nathalie Gagné qui va faire le sous-titrage. Ça a l'air de rien, mais c'est vrai que je suis une personne plutôt hyperactive et parler vite, c'est un effet collatéral de l'énergie que je porte. Alors, cette madame-là va certainement avoir à ramer là, par moment quand le sujet devient pour moi trop intense. Mon rythme de parole ça augmente considérablement. Alors, je la remercie tout particulièrement, d'autant plus qu'elle le fait tout à fait bénévolement. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont présentes, que je ne vois pas, je vous le dis en passant, qui sont présentes à cette présentation, parce que ça montre un intérêt pour la surdité, un intérêt pour l'identité, un intérêt pour la honte, parce que c'est les thèmes que je veux aborder durant cette communication. Le plan de la présentation, c'est que je vais commencer par une petite histoire de vie, ni plus ni moins, qui se fait à un moment où j'ai 70 ans. En d'autres mots, cette histoire-là, je l'aurais dit à 40 ans. À 40 ans, ben, je ne l'aurais pas dit de la manière que je le dis aujourd'hui, parce que tout simplement, je la comprends différemment aujourd'hui. Alors, en ce sens-là, cette histoire-là, c'est des faits que j'ai ramassés ensemble et qui font du sens pour moi. Et ce sens-là, je me construis dessus, j'évolue dessus. Ça me guide, ce sens-là. Alors, dans mon plan, je me suis dit, bon, ben, je vais commencer par la petite enfance, ensuite l'âge adulte, le deuil, parce que c'est un fait marquant dans ma vie, la maîtrise, qui a suivi ça tout de suite après, l'implant et le confinement, finalement. Alors, si on commence au début, je vous dirais, bon, ben, je suis née dans une famille dysfonctionnelle comme tout le monde. Au Québec, sont rares les familles qui sont fonctionnelles. Mais cette famille-là a eu des particularités qui ont fait que je me suis construit dessus. C'est toujours, j'avais un professeur à l'université qui appelait ça des blessures sacrées, c'est-à-dire des histoires de vie qui commencent sur une trame sur laquelle, qui va rester là toute sa vie, mais qu'on va travailler, transformer, évoluer, et ainsi de suite, pour en faire quelque chose de beau, pour faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. C'est Jean-Paul Sartre, ça. Je m'excuse, Nathalie, j'ai oublié de te nommer celui-là. Ça, c'est une inside joke, parce qu'elle m'a demandé les noms propres que je donnerais. Alors voilà, moi, j'ai un grand-papa. J'ai un grand-papa qui est sourd. Et cette grand-maman, ma grand-mère, elle chiale après, mais elle chiale, ça n'a pas d'allure. Et pour moi, qui est toute jeune, je regarde ça et je me demande comment il fait pour endurer ça. Mais mon grand-père est sourd. Ça fait comme, my God, il est chanceux d'être sourd. Ça n'a pas d'allure comment on peut se faire mépriser de cette façon-là. Puis en plus, mon grand-père avait une espèce de machine qu'on mettait après la télévision, ce qui faisait qu'il faisait sa bulle avec la télévision. Alors, il mettait ses écouteurs, et puis là, il ne s'occupait plus de rien alentour. Et c'était pour lui sa façon de se séparer du monde qui l'environnait et de rester proche de lui. Alors ça a été mes premiers souvenirs de surdité. Pour moi, la surdité, ça a toujours été quelque chose de bon. Je n'ai jamais compris pourquoi à cette époque-là, puis encore plus, j'ai vraiment saisi la pertinence du bon de la surdité, plus rendu à la maîtrise. Parce que là, j'ai essayé de comprendre pourquoi, moi, je trouvais ça tant bénéfique, la surdité. Je ne comprenais pas. Alors, en vieillissant, donc, je vois la surdité, ma mère qui est aussi très... qui suit les traces de sa mère, en fin de compte, qui est aussi en carrière, ta mère, qui agit beaucoup en victime. Elle aussi porte des appareils.
Mais contrairement à mon grand-père, elle est plus dans l'attitude de ma grand-mère. Elle chiale parce que le monde porte la barbe, elle chiale parce que les gens parlent trop vite, elle chiale parce qu'ils ne prononcent pas suffisamment, elle chiale parce que les lieux sont trop bruyants. Elle chiale presque, moi j'interprète ça comme si tout le monde devait, pour elle, la pauvre qui est handicapée, prendre soin d'elle. Et moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Moi, je me disais, moi, en tout cas, je veux pas être comme ça. Moi, je ne veux pas passer mon temps à me dire les autres me doivent quelque chose, alors que c'est moi qui est sourde, alors que c'est moi qui a besoin d'aide. Ils n'ont pas d'affaire à payer pour mes manques à moi. C'est comme ça que je le voyais. Alors, j'ai rencontré mon mari. Pour faire une petite histoire courte, avant de laisser l'enfance, j'ai compris à un moment donné pour quelle raison ma grand-mère était méprisante envers mon grand-père. Mon grand-père avait incestué sa fille. Et sa fille aînée, à 7 ans, elle est décédée du diabète. Et pour ma grand-mère, ce n'était pas le diabète qui avait tué sa fille, c'était son mari qui l'avait incestué, qui avait après ça engendré le diabète et tout le reste. Alors, quand mon père a incestué ses filles, ma mère s'est retrouvée dans le même modèle que ma grand-mère. Alors, elle a pris le pattern de victime, la même chose que ma grand-mère. La seule différence, c'est que ma mère, comme elle n'avait pas, elle semblait être incapable, en tout cas, de traiter mon père de la même manière que ma grand-mère avait traité son conjoint. Elle a décidé que pour rester une belle victime, que c'était sa fille qui était la putain qui avait volé son mari. Elle avait 53 ans, elle était sur l'article de la mort. En fait, elle était sur son lit de mort. Elle m'a dit, Louise, je te pardonne d'avoir trop aimé ton père. Et à cette époque-là, j'étais en thérapie, j'avais dit à ma psy, elle m'aurait tuée. Elle m'aurait tuée s'il avait fallu qu'elle me dise ça 20 ans plus tôt. C'est pour vous dire comment, pour elle, c'était difficile de sortir de la victimisation puis voir qu'elle était responsable de ses propres enfants. Alors, moi, il est probable que sans le savoir, j'ai pris la surdité est devenue pour moi un facteur de protection. Parce que ma mère, le sarcasme, elle connaissait ça. Et ça pleuvait sur moi. Alors moi, je m'enfermais dans ma bulle. Moi, ce n'était pas tant la télévision, quoique j'ai beaucoup regardé la télévision, mais moi, c'était la lecture. Je voulais comprendre. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je comprenais rien, en fait. Et je me disais, si j'étudie, si je lis, ça va peut-être m'aider. J'avais remarqué aussi que ma mère elle apportait une certaine admiration à l'éducation. Ma mère, dans le foyer, elle avait une 9e année, ce qui était beaucoup pour une femme de sa génération, mais mon père avait une 3e année. Alors, ma mère a privilégié d'une certaine façon l'éducation. Mon père admirait l'éducation. Sauf que ma mère, il ne fallait pas la dépasser. Alors, ça n'a pas été long qu'elle nous a sortis de l'école parce qu'il ne fallait pas la dépasser. Fait que j'ai rencontré mon conjoint. J'avais 20 ans. J'ai rencontré l'homme parfait pour moi parce que mon conjoint avait 16 ans de différence avec moi. Et je pouvais me déposer sur lui. Mais ce que j'aimais le plus, c'est qu'il avait vécu avant moi. Alors, ça me rassurait qu'il ait vécu avant moi. Je trouvais que ça me donnait une sécurité que je n'avais pas eue autrement. J'ai construit ma personnalité autour de la surdité, mais aussi autour de la honte. Parce qu'on peut s'imaginer que quand on est traité de la sorte dans l'enfance, on passe notre temps à se demander c'est quoi j'ai fait, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse. Oh mon Dieu, c'est vrai que je suis intense. Oh mon Dieu, c'est vrai que je suis fort. Oh mon Dieu, c'est vrai. Ah, c'est vraiment l'estime de soi, manger une claque. La confiance en soi, on a 0.
Mon mari, que lui dépose cet amour-là, pour moi, ça a été énorme et grandiose. Ça a été ma planche de salut. Il est devenu mon guide, mon mentor, mon meilleur ami, mon amant, nommez-les. J'ai fait 5 enfants avec lui. Aujourd'hui, j'ai 14 petits-enfants. Malheureusement, il n'en a pas connu 12, parce qu'il n'en a connu que 2 avant de décéder. Alors, mais chaque fois qu'il y a un enfant qui vient au monde, je me dis, ah, il aurait été fier. Il aurait été fier. Ça fait 17 ans qu'il est décédé, puis je le porte encore, je lui parle encore à peu près à tous les jours. Et je ne pense pas que c'est parce que je n'ai pas fait mon deuil. Mais j'ai vécu bien des affaires entre-temps. Alors, tout ça pour dire qu'à un moment donné, alors que j'étais un jeune parent, mon conjoint me disait, oui, ça n'a pas de bon sens, il arrivait du travail, je ne portais pas mes appareils. Moi, j'aurais dû porter mes appareils à partir de l'âge de 16 ans. Mais tu sais, les premières fois que tu mets un appareil, ça fait un gros moton dans les oreilles. Un peu comme quand j'ai eu mes premières prothèses dentaires. Je me suis dit, my God, c'est une prothèse de cheval que j'ai dans la bouche, là, tu sais. Alors, les oreilles, c'était pareil. C'était comme un corps étranger énorme. Je ne pouvais pas imaginer que le son passe par là. Alors, je ne les portais pas souvent. Je les portais par obligation dans des réunions, des affaires où j'étais pognée pour entendre. Autrement, non, je ne le portais pas, ça ne m'intéressait pas. Alors, des fois, il arrivait, lui, du travail. Et moi, moi, je suis une hyperactive. J'ai 5 enfants, je les ai eus 5 ans, 6 ans en plus. Alors, ça faisait des enfants collés. Et ça faisait que j'étais quasiment dans le ménage tout le temps, ou à peu près. Et en dehors du ménage, j'avais besoin d'une vie sociale. Alors, c'était ou le ménage ou la vie sociale. Alors, où je recevais, ou je m'en allais ailleurs. Mais ça se faisait de cette façon-là. J'étais-tu consciente de mon rôle de mère? J'étais-tu consciente de ma surdité? J'étais-tu consciente de quoi que ce soit? Je vais vous dire bien franchement, j'étais dans une innocence de première. Je faisais ce que je pouvais avec ce qu'il y avait là, selon ce que j'avais le goût de faire. J'étais chanceuse, mon conjoint était comptable agréé. Moi, je me sentais malheureuse à la minute qu'il y avait un peu trop de monde, soit parce que j'entendais moins bien, surtout parce que je doutais de ce que j'entendais, mais surtout parce que j'avais honte. Parce que je me disais, ça doit être écrit dans mon front, incestué, c'est moi, c'est moi qui ai couru après mon père, bon, ainsi de suite. Alors, quand mon mari rentrait, il y avait la laveuse qui marchait dans la salle de bain, il y avait la radio qui marchait dans le salon, il y avait la télévision qui marchait dans la pièce à côté, j'avais mes enfants qui couraient de tout bord de côté. Et lui, il arrivait, puis il faisait « Ah! » Et là, il fermait un, fermait l'autre, fermait l'autre. Puis là, il me disait « Louise, tu vas les mettre sourds. Tu vas les mettre sourds, ça n'a pas d'allure. » Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais juste pas ce qu'il voulait dire parce que moi, j'avais le sentiment que de faire ça comme ça, je n'étais pas obligée à ce moment-là de leur dire « Parlez pas trop fort, faites pas ci, faites pas ça. » Je ne les entendais pas. Pour moi, c'était correct. C'était correct, je leur donnais une liberté que moi, je n'avais pas eue. Et parce que je pouvais escamoter le trop. Alors, l'adolescence de mes enfants passe comme ça. Sur la fin de l'adolescence, j'ai une de mes filles, ça c'est une des premières blessures que j'ai par rapport à la surdité, puis j'en ai pas eu avant. Avant ça, la surdité, ça n'avait que des bénéfices. On pouvait savoir c'était qui Louise Dufour, elle apportait des appareils jeunes. Alors, moi, c'était facile. Mais pour moi, c'était, oui, c'est la fille avec des appareils. Elle n'avait pas autre chose. Elle a honte. Alors, moi, mais elle se débrouille avec ses appareils. Elle fait comme tout est beau dans le meilleur des mondes avec ses appareils. Pour moi, c'était comme un plus, ni plus ni moins. Alors, quand ma fille a dit, la plus vieille, a dit à la deuxième, je demande de répéter quelque chose à ma deuxième. Puis là, ma fille, la plus vieille, qui dit à la deuxième, dis rien, de toute façon, elle ne comprend jamais rien. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal au cœur parce que je me disais, c'est pas vrai, je ne suis pas folle. Là.
C'est pas vrai, ça. C'est pas parce qu'on comprend pas c'est pas parce qu'on n'entend pas qu'on comprend pas. Mais c'est arrivé tellement souvent que dans des périodes de grande nervosité, dans des périodes que j'aurais voulu entendre, puis que les oreilles se fermaient bien raides. Mais ça m'a pris du temps avant de comprendre qu'à minute, j'avais peur. Que j'avais peur qu'on me dise quelque chose de négatif. Mes oreilles se fermaient. Ma surdité arrivait, elle arrivait pour me protéger de moi-même. Alors, malheureusement, même quand c'était un compliment, je ne savais pas que ça serait un compliment. Alors, les oreilles se fermaient. Et là, quand on me disait, mais on t'a dit telle affaire, là, je m'en voulais. Je m'en voulais de ne pas avoir entendu. Je m'en voulais que les oreilles se ferment. Parce que toujours, c'était de toute façon, invariablement de ma faute. Alors, j'arrive dans la quarantaine et je suis passée au travers de l'adolescence de mes 5 enfants tout en même temps, de peine et de misère. Et j'arrive dans la quarantaine et je deviens massothérapeute. Pourquoi massothérapeute? D'abord, je ne me sens pas capable de parler au téléphone. Et je me dis, bon, ben, moi, c'est mes mains, ma force. Moi, je suis une taponneuse. Je suis tout le temps à aller toucher quelqu'un, embrasser quelqu'un, caresser quelqu'un. Je n'ai pas de frontières. Hein? On apprend les frontières avec la famille, avec les limites. Mais moi, on m'a embarqué dessus assez rapidement, parce qu'il faut que je crée mes frontières. La massothérapie arrive à point nommé. C'est du 1 à 1. Je n'ai pas besoin de les jaser, il faut que je les touche. Et moi, pour être sûr qu'on n'ait aucun équivoque dans mon toucher, je fais du massage suédois principalement. Parce que c'est un massage qui va chercher le muscle. Pour moi, c'est du concret. Je les sens, les nœuds. Je passe tout l'amour que j'ai, je le mets sur mes nœuds, je le mets sur les parties du corps. J'ai adoré faire ce métier-là. J'étais toujours dans la belle petite musique de relaxation, moi qui est nerveuse sans bon sens. Alors, et puis, le seul temps où j'ai de la misère, c'est quand le client est tout détendu, il a la face dans le trou, puis là, il faut que je devine qu'est-ce qu'il dit. Alors, ça c'est moins fort. Mais la grande majorité aussi savent que je suis malentendante. Alors, on me pardonne de faire répéter. Et c'est tellement une période de temps extraordinaire pour moi. Mais en même temps, il y a cette partie d'honteuse de moi qui se dit « Ah, ouais, mais je ne mérite pas ça, ce succès-là. Je ne mérite pas ça, ce succès-là. J'ai de la misère à porter le succès. » Alors, à un moment donné, ben, je décide de changer de voie. Le corps, ça m'aide beaucoup parce que je développe du caca dans les épaules. Et puis, à un moment donné, le physiatre qui me dit « Regarde, Louise, il faut que tu changes de métier. » Parfait. Je retourne aux études. À 50 ans, je décide de faire un bac en psycho. À 30 ans, j'avais fait un certificat en intervention psychosociale. Mais j'aime ça, la psycho. Toujours dans mon esprit, il faut que je comprenne. Alors, je décide de faire un bac en psycho. Ce qui a fait que je me suis dirigée vers un bac en psycho, c'est que depuis l'âge de 30 ans, justement, dans cette optique-là de vouloir comprendre à tout prix, je me suis vraiment engagée dans toutes sortes de cours. En massothérapie, mes clients avaient l'habitude de dire « Tu as appris quoi cette semaine, Louise? Qu'est-ce que tu as appris récemment? » Puis me sentais l'obligation de toujours leur amener de la matière nouvelle. Alors, c'était une pression pour moi parce que je ne voulais pas décevoir mon monde. Puis, en même temps, c'était aussi une pression pour essayer de comprendre qu'est-ce que je cherche, c'est quoi ma quête. C'était pas clair encore, cette quête-là. Alors, à 50 ans, donc, je m'inscris dans un bac et c'est ma psychologue, ça fait, à ce moment-là, ça va faire à peu près 7 ou 8 ans. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me parle? Oui, c'est moi, c'est Anne, excuse-moi. Oui. On a juste Nial qui nous dit que tu parles peut-être un petit peu vite. Oh, excuse-moi. C'est bien, je sais bien. Je vais essayer de ralentir. Merci beaucoup. Oh, merci à toi de m'avertir. Reprends, c'est bon, excuse-moi. Alors donc, j'ai ma psychologue qui s'appelle Claire de Guire et qui a été vraiment, c'est elle qui
qui m'a aidée à m'accoucher. Parce que quand j'ai commencé ma thérapie avec elle, je lui avais dit je suis folle et putain. Et je ne sais pas quoi faire avec ça. Et j'ai été 10 ans avec Claire, qui a été pour moi la personne qui m'a mis sur la map. Parce que moi, je valais tellement rien que tout le monde était plus important que moi. Et si je mettais en place des choses, puis il y avait quelqu'un d'autre qui n'était pas d'accord, je m'effaçais, je m'effoirais là. Alors, j'arrivais très, très, très mal à composer avec ce qui se passait, particulièrement dans l'adolescence de mes enfants. Je dois parler encore trop vite, je vais essayer de ralentir. Donc, à un moment donné, elle me dit Louise, tu prends plein de cours alternatifs qui ne donnent rien, qui ne donnent pas de reconnaissance. Et en plus, tu ne guides pas ton information. Pourquoi tu ne t'inscris pas dans un bac qui va ramasser tout ça et qui va guider vers où tu t'en vas? Et là, moi, je me disais, oh my God, je ne suis jamais capable de faire un bac, voyons donc. Et ça a pris 3 ans avant que je me décide. J'avais rempli le chèque, rempli le formulaire. C'était resté dans mes papiers. Puis un jour, j'ai envoyé le chèque. J'ai envoyé le formulaire. Et à ma grande surprise, on m'a admis. Ça a été ma première valorisation. Oh, wow, j'ai été admise à l'université. Wow, wow, wow. Et j'ai commencé le bac. Mon mari est décédé en 2003, juste comme je finissais la dernière session du bac. Ça a été difficile. Il est mort d'un cancer du côlon. Ça a pris 9 mois un peu de partout. C'était un homme, c'était un athlète, c'était un homme en pleine forme, avec une grande force physique. Mais le cancer du côlon, c'est sournois. Alors, quand on s'en est aperçu, il était déjà rendu à un stade 4. Et ça n'a pas été long, ça s'est terminé. Et je trouvais ça vraiment triste parce que 32 ans de vie de couple, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, des très bas. Mais il y a eu des hauts tellement, tellement extraordinaires. On était dans des places sereines de notre vie quand lui est décédé. Et ma surdité est revenue. Mais là, elle est revenue d'aplomb. Parce que quand je dis revenu, c'est que tant que tu es appareillé, tant que ton appareil compense la perte auditive sans distorsion, sans problème, je pense que tu n'es pas sourd. Aussi simple que ça, tu dis, tu fais comme si. Tu fais comme si tout allait bien, comme si toi, tu es dans ce monde entendant-là, puis que tu as ta place, puis que c'est correct, puis que... Et je ne m'étais pas aperçue que la perte auditive aidant, je m'étais comme un peu isolée dans une espèce de rôle où moi, j'aime mon monde, je suis une amoureuse. Alors, je servais mon monde, j'écoutais un ici, j'écoutais un là, mais c'était toujours court. Et j'espérais tout le temps, rendu au soir, que mon mari me fasse une espèce de débriefing, si vous voulez, qui me dise, bon, ben, voilà, il s'est dit ça, ou je disais, bon, ben, j'ai entendu tel mot, c'était quoi la conversation à ce moment-là? Mais je ne pensais pas que c'était parce que j'étais sourde. Je me disais, c'est parce que je sers un, puis je sers l'autre. Alors, c'est pour ça, j'étais juste pas là. Voyez-vous? Sauf que quand il est décédé, là, j'ai vu. Là, j'ai vu tout ce que je manquais. Et ce qui était le plus épeurant, c'était les réunions de famille. Les réunions de famille où là, j'avais tellement peur. Puis ça fait partie du deuil. Je me sentais tellement pas outillée dans le nouveau rôle dans lequel j'étais, que j'avais tellement peur que la chicane pogne. Plus j'avais peur, moins j'entendais. Et moins j'entendais, plus j'espérais entendre pour pouvoir gérer les conflits, s'il y avait des conflits. Je vivais dans l'anxiété
vraiment dans le plafond. J'ai même rencontré des personnes âgées à qui il y avait aussi eu 5 enfants, dont le monsieur était malentendant. Et je lui avais demandé, mais là, qu'est-ce que vous faites quand il y a des chicanes de famille? Et les deux m'ont regardé à rien, puis ils n'ont jamais été capables de me répondre. Sauf que quand je suis revenue chez moi, je me suis dit, moi, il n'est pas sourd pour rien, le monsieur. Fait que je comprenais qu'il ne puisse pas me donner de réponse à quelque part. Alors, là, j'ai communiqué avec le CMR Montérégie. Et j'ai vraiment été, ça a été le meilleur move que j'ai jamais fait. En communiquant avec eux, d'abord, j'ai appris que j'étais vraiment passé maître dans la lecture labiale. Je ne savais pas. Et puis, j'ai appris que je manquais d'habileté sociale. J'avais honte d'être sourde. Je n'osais pas demander d'aide. Je n'osais pas demander à ce que quelqu'un se déplace parce qu'il était à contre-jour. Je ne faisais pas répéter trop souvent parce que je me disais, bon, ben il va me prendre pour une folle, ou non, il va dire, bon, ça y est, elle est vieille. Vous voyez un peu ce qui se passe. Et c'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Alors, et j'ai eu une place avec moi j'appelais ça mon psy d'audition, monsieur Duquette, qui a été super fin avec moi. Et qui m'a fait comprendre que j'avais une vision du monde différente. Et voyez-vous, ça, je n'avais jamais vu ça. Ça m'a tellement soulagée. J'ai commencé la maîtrise en même temps que ma thérapie d'audition. Et j'avais, en plus, une thérapie qui était plus humaniste avec une dame qui s'appelait Hélène Thériault, en fait, qui s'appelle encore Hélène Thériault. Et son modus operandi, je dirais sa manière, sa théorie sur laquelle elle se basait était humaniste. Ma première psy, Claire, elle était psychodynamique. C'était deux approches complètement différentes. Autant je me suis accouchée avec la première, autant j'ai appris à prendre ma place avec la deuxième. Et une des apprentissages que j'ai eu le plus à faire, c'est gérer justement cette place-là avec l'autre. Quand j'avais honte, quand j'étais en colère, quand je devais boucler la boucle, quand j'essayais de mettre de l'eau dans mon vin, jusqu'où, c'est quoi les limites, et ainsi de suite. Alors, ça a été vraiment un bel apprentissage. Là, je dois essayer de ralentir encore le rythme. Alors, quand j'arrive avec mon psy d'audition, puis qui me dit oui, tu as une manière de voir le monde qui est la manière des non-entendants, des malentendants. Et c'est arrivé ça avec un événement à la maîtrise, où je suis en groupe, on est à peu près une vingtaine, et il y a quelqu'un de ma cohorte qui est en train d'expliquer quelque chose aux deux professeurs qui sont là. Et je vois cette dame-là qui était super cute, qui est très expressive, avec des grands yeux, puis qui parle de son affaire, mais tu sais, là, ses yeux, là, c'est parlant, là, comme ça se peut pas, tu sais. Et là, je me donne à la regarder, et ça fait « Oh my God! » Et je ris, je trouve ça drôle. Et là, j'ai les professeurs qui me regardent, puis qui ne comprennent pas pourquoi je ris. Et moi, que je prends mon trou, parce que je me dis « My God! » Ils vont penser que j'écoute pas. Ils vont penser que je ris d'elle. Ils vont penser que... Et là, je suis vraiment là, toute petite. Et je reste pris avec ça. Alors, j'en parle avec mon psy d'audition qui me dit non. Quand toi, tu n'entends pas, c'est ton sens de l'observation qui s'ouvre. Effectivement, à ce moment-là, je venais de perdre le discours. Et là, je m'accrochais à ce que je voyais. Et c'était beau ce que je voyais. Et j'ai commencé vraiment à prendre confiance à tout ce phénomène d'observation, des émotions. Déjà, j'étais déjà assez observatrice, parce que le cerveau, hein,
quand il y a des neurones qui meurent à quelque part, ils les remplacent. Alors moi, les aveugles, ça peut être le toucher, moi, c'était vraiment la vue. Alors j'étais très observatrice. Puis la massothérapie aussi m'a amenée à ce place-là où l'observation, quelqu'un perdait un once, ben, un once, j'exagère probable, mais mettons une livre, je m'en apercevais. Je m'en apercevais. C'était comme quelque chose là, oups, il y a quelque chose là. Tu sais, j'ai déjà découvert des petits abcès, des petits nodules qui se sont avérés finalement extrêmement importants d'aller consulter. Alors, tout ça pour dire que cette vision du monde-là, j'ai dû me l'approprier. Et quand c'est devenu suffisamment sûr, le CMR, là aussi, m'a aidé. J'ai fait entrer les audiologistes dans ma maison. J'ai fait une rencontre avec ma famille et le CMR, l'audiologiste, le psy. Et ça a permis que mes enfants, ma soeur, mon beau-frère, puissent comprendre ce dans quoi j'étais. J'ai jamais, mais jamais, jamais senti de mépris après l'adolescence de mes pertes auditives. Au CMR, là, j'ai fait partie d'un groupe. Ça aussi, ça a été extrêmement aidant. Je vous le dis parce que les malentendants, on est dans un groupe d'entendants. On passe notre temps, en tout cas, personnellement, j'ai passé mon temps à m'adapter au monde entendant. Ça a fait que j'ai banalisé quand j'entendais, ou que j'entendais pas, pardon, ou j'ai banalisé l'effort que ça prenait pour entendre. Quand j'ai fait partie d'un groupe, puis que j'ai vu le courage de certaines personnes, des personnes qui avaient été malentendantes. J'ai vu un monsieur, par exemple, qui disait que sa fille lui reprochait d'être malentendant parce qu'elle était malentendante et que là, elle mettait au monde un fils, elle avait peur qu'il soit malentendant. Ça ne me faisait pas de sens. Ça faisait, hey, non, moi, il n'y a jamais personne qui m'a reproché d'être malentendante. Oui, j'ai des enfants malentendants. Oui, j'ai des frères et sœurs malentendants. Oui, j'ai probablement même des petits-enfants malentendants. Mais c'est une caractéristique génétique. Il n'y a personne qui est responsable de ça à proprement parler au point de vue génétique. C'est un terrain sur lequel moi, je me suis appuyée pour me défendre d'un contexte de culturel qui était difficile pour moi. Puis peut-être que ça va être une défense pour certains autres de mes enfants qui va se développer à des âges différents. Voyez-vous? Moi, c'est le sens que je donne à ma surdité. Alors, ça m'a fait réaliser le courage, puis la chance que j'avais de vivre de la manière que je le vivais. Je ne sais pas si vous remarquez, mais jusqu'ici, j'ai bien de la misère à me nommer du négatif de la surdité. J'ai beaucoup de difficultés à me dire que je suis dans le marbre parce que je suis une malentendante. Voyez-vous? C'est même tout à fait le contraire. Le trois quarts du temps, quand j'entends encore aujourd'hui, quand je n'entends pas, je me dis « Ah, peut-être c'était mieux. Peut-être c'était mieux. » Où je pars, par exemple, d'un party quand le monde commande à être chautasse, là, puis je me dis « Ah, c'est mieux d'avoir évité ces conversations-là. » Parce que moi, je bois moins qu'eux autres, évidemment, puis je n'ai pas les mêmes intérêts non plus. Alors, il y a des affaires que je suis mieux de ne pas savoir. Et la surdité elle m'a beaucoup aidée à ce niveau-là aussi. Quand j'ai fait ma maîtrise, j'ai commencé à regarder la responsabilité que j'avais par rapport à la surdité. Et j'ai réalisé que tout le rapport transgénérationnel, comment on se défend dans la vie, comment on s'oblige, ni plus ni moins, en fait, on transfère des valeurs, une culture sans même s'en rendre compte. Hein? C'est ça le systémique
qu'on apprend, par exemple, avec le racisme ou la discrimination. C'est quelque chose qui est passé dans l'inconscient, puis qu'on dit, mine de rien, tu sais, et puis qui est entendu, interprété ailleurs comme étant discriminatoire. Et c'est triste, mais c'est comme ça, ça se transfère. Alors, c'est ce que j'ai appris, puis en même temps, j'ai appris quelque chose de beau, d'important. C'est comment, oui, ça prend du courage, mais ça prend surtout de l'amour. Et ça, j'en sais que j'en ai beaucoup. Et chaque fois que je me sens vulnérable, et je peux vous dire qu'avec le confinement, ça a été le cas. Avec le confinement, moi, j'ai pris ma retraite en janvier dernier. J'ai eu 70 ans en mars et j'ai eu le confinement peut-être 3 jours après. Alors, on sait qu'une retraite, c'est une redéfinition de soi-même. C'est ton identité qui change, qui se transforme. Et toutes les questions identitaires, du genre, c'est quoi je vaux, comment je peux être utile à cette heure, je pensais que je les vivrais, mais j'aurais jamais pensé que je vivrais avec autant d'intensité. Parce que c'est arrivé en même temps que les 70 ans. Les 70 ans aussi, je pensais que je vivrais ça bien. Mais le confinement, en fait, que c'est ouf! Tu as beau te dire, tu as 70 ans, tu ne te crées pas vraiment. Tu es en forme, tu es allumé. Non, pour moi, une personne vieille, c'est quelqu'un qui commence à boiter, qui commence à en perdre de façon cognitive. Mais moi, j'étais loin, loin, loin de tout ça. Et pourtant, avec le confinement, on me disait, vous devez prendre soin de vous. Et là, on me traitait. J'étais gâtée et c'était plaisant. Mais en même temps, je ne vais pas m'écraser là-dedans parce que je me dis, mais c'est pas moi ça, c'est pas moi ça. T'sais. Puis, j'étais fatiguée au début du confinement. Alors, j'étais contente de tout arrêter. Mais en même temps, je me disais, oh, 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 là, je veux me sentir utile, moi. Je veux, je veux faire ma place là, dans cette période de ma vie. Je veux avoir de l'importance. Je veux être reconnue. Et j'avais de la misère. Je vais vous partager ça. C'est trop beau parce que c'est ma dernière découverte. À un moment donné, j'ai une personne qui vient chez moi, puis la personne elle est à peu près dans la jeune quarantaine, et je lui parle d'égal à égal, et je lui dis, moi, je me cherche, là, puis je trouve ça dur, puis je me sens inutile, pas reconnue, j'ai le sentiment de ne pas avoir de valeur. Puis c'est important pour moi de le dire, parce que moi, j'ai besoin de nommer les choses. Alors, quand je les nomme, après ça, je peux prendre du recul. Puis là, je regarde ça. Puis là, je me dis, ah bon, c'est ça, je pense. OK, ça a-tu du bon sens? C'est-tu vrai? C'est ça qu'on fait à la maîtrise. Alors, et j'ai ce monsieur-là qui m'écrit le lendemain et qui me dit, mais Louise, ça m'a tellement rentré dedans ce que tu m'as dit. Je ne peux pas imaginer que tu n'as pas de valeur. Je ne peux pas imaginer que tu puisses penser ça. Moi, là, je trouve que tu en as de la valeur pour moi. Puis je suis sûre que pour tes enfants, tu en as de la valeur. Et ça m'a tellement, tellement touchée. Parce que c'est vrai que quand je parle comme ça, mes enfants peuvent entendre ça et s'imaginer que je ne les reconnais pas. C'est pas ça du tout. Je suis en train de, moi, me chercher. Mais je ne suis pas en train de ne pas les reconnaître. Et cette générosité-là pour l'autre, moi, c'est de l'amour. J'ai tellement besoin d'en donner. Et ça, là, ça m'a fait, oh, wow, je peux être moi. Et ils vont me recevoir de toute façon, ils m'aiment. Et si je suis moi, je les reconnais dans cet amour-là. Même s'ils sont des fois choqués après moi, même si des fois ils ne sont pas d'accord avec moi, je suis dans leur vie et je sais qu'ils m'aiment. Et moi, ils sont dans la mienne et je les aime. Et ça, pour moi, ça me guide. Ça m'aide à faire ma vie telle que je suis, en sachant que comme modèle, ça peut être positif, ça peut être négatif, ça peut être indifférent, mais il y a une place où je me situe et on pourra
ma mère était comme ci, ou ma mère était comme ça, moi je suis un peu différent, ou moi je suis pareil, ou voyez-vous. Comme dit certains clients m'ont dit, bon ben, toi tu es comme ça, puis moi je retiens ça de toi, et ainsi de suite. Ah, c'est-tu beau la vie, tu sais, quand tu y penses, là, tu sais. Je vais finir avec une expérience sur l'implant. Quand j'ai demandé à avoir un implant, j'avais une oreille qui ne discriminait plus du tout. Et pourquoi je finis avec l'implant? Parce qu'on parle encore d'amour et de générosité. J'ai eu la chance d'avoir une audiologiste qui était à l'hôpital Saint-Jean, qui était vraiment, qui avait beaucoup, beaucoup d'empathie, qui m'a vraiment guidée pour remplir les formulaires, bon, et ainsi de suite. Et qui a fait un super suivi, qui a fait que finalement, au bout d'un an et demi, on m'a mis sur, là, vous allez être opéré. Là. Alors, ça a pris encore un petit moment, mais j'ai fini par être opérée. Et j'ai eu la chance à ce moment-là d'être en couple avec un monsieur qui s'appelle Serge. Et ce monsieur-là, il était veuf aussi. Il avait déjà il avait pris soin de sa femme qui faisait de la sclérose en plaques pendant plus de 20 ans. Alors, il était d'une générosité absolument incroyable. Et moi, j'étais dans une impatience absolument incroyable. Alors, il n'avait pas beaucoup de tolérance. Et lui, c'était un tatouineux. Alors, ça arrivait souvent qu'il m'exaspérait, mais il lâchait pas. Et il m'accompagnait dans ça. Il y a une partie particulièrement difficile qui est la partie de l'adaptation à l'implant, ce qu'on appelle la programmation. Alors, on met votre implant et là, on vous dit, enlevez votre appareil et vous gardez seulement l'implant. Mais moi, j'attends rien avec l'implant. Il faut que mon cerveau s'approprie le son de l'implant. Mais moi, tout ce que j'entends, c'est du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Ça finit plus pour le bruit. Et je suis épuisée d'essayer de faire du sens avec ce bruit-là. On a nos séances d'adaptation, je dirais, à l'implant le matin. Et je dors 2 heures après en après-midi, tellement je suis épuisée. Et lui, la gentillesse d'essayer de me parler. Puis là, moi, j'essaye de lire ses lèvres, j'essaye de comprendre ce qu'il me dit. Il vient tellement impuissant qu'il me dit « Ah, c'est effrayant, j'ai l'impression de parler chinois. » Et là, je me disais « Wow, tu sais, ça ne doit pas être drôle pour lui de ne pas être capable de se faire comprendre. » Mais je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais quand je suis dans cet espace-là, moi, ça m'ouvre le cœur. Ça m'ouvre sur sa générosité. Ça m'ouvre sur sa capacité de me recevoir. Ses limites aussi. Puis mes limites à moi. Quand je suis impatiente, quand je suis... bon, puis que je ne suis pas capable tout le temps de recevoir la générosité des autres. Mais moi, j'ai eu la chance vraiment de toujours, presque toujours, mais je dirais à 99,9% du temps, être entourée par des gens généreux, des gens qui m'ont bien reçu, des gens à qui je disais « Oh, je m'excuse, je suis malentendante, je ne vous entends pas. » Puis que les gens, avec un beau sourire, me disent « Oh, je vous comprends, j'ai un petit-fils. » Ou « Ah, je vous comprends, je suis pareil. » Ou « Ah, c'est pas grave, je vais vous répéter. » Jamais arrivé que j'ai eu vraiment des réactions négatives. En tout cas, je ne m'en souviens pas. Ça va être comme le restant, je viens sourd dans ce temps-là. Alors, il y a déjà 5 ans moins 10, quand on m'a demandé de venir vous témoigner de mon expérience, on a associé à mon nom Inspirante. Alors, j'espère, je suis allée voir parce que ça m'a fait plaisir, puis je ne savais pas trop c'était quoi le mandat d'une femme inspirante. Et ça disait, ni plus ni moins, qu'il fallait être stimulé, éveillé, encouragé. Et j'espère que ça a été le cas. J'espère que je vous ai stimulé, encouragé. J'espère surtout que moi, ce que je voudrais, c'est que vous reteniez qu'une vision du monde, c'est singulier. Et que la façon que vous voyez votre monde, elle appartient à ce que vous êtes. Et c'est toujours quelque chose qu'on peut transformer
qu'on peut agrandir, qu'on peut amplifier. Alors, je vous remercie.